Une fois, j'ai été à Bamako. Par exemple, une semaine après, je me suis dit que je vais aller au musée pour voir ce que c'est vraiment le travail des Maliens. Je suis allé, j'ai fait une rencontre avec le Bogolan, je ne connaissais pas. J'ai demandé à l'INA, parce qu'on était allé pour une exposition à l'École nationale des arts de Bamako, j'ai demandé à l'INA d'où est né ce travail de Bogolan. Ils m'ont donné un filiale où je suis parti dans la région de Ségou, où j'ai rencontré de grands maîtres tels que Boubacar Doumbia, Souleymane Goro, qui étaient les premiers précurseurs du Bogolan. Et j'étais étonné de trouver dans ma recherche que moi aussi, j'avais des pulsions de ces écritures et de ces signes africains que je revois chez nous, les Peuls, parce que par exemple, on utilisait ces mêmes signes et ces symboles sur nos vaches pour savoir que tel signe appartenait à telle ethnie ou telle famille. Donc vous voyez, donc c'est à travers ces recherches et ces voyages que je suis revenu. Donc pour moi, il fallait changer la créativité où j'étais avant d'aller à ce voyage. À mon retour de ce voyage, j'ai vu que je devrais changer parce que maintenant, si vous trouvez sur mes toiles, toute la toile est raturée. Il y a beaucoup de signes et des symboles. Ensuite, j'installe mon bonhomme sur la toile. Donc c'est de là-bas qu'est né ces signes et ces symboles que vous voyez souvent dans mes toiles. Les idées sont venues. Bon, moi, il m'arrivait de l'entendre sortir un son et automatiquement, je savais exactement comment utiliser ce son ou bien comment le travailler pour en faire un super produit. Voilà. Et je me rappelle du temps quand je vous donne juste un exemple parce que comme je dis, un artiste, s'il veut être sur scène, il faut tout le temps, comme je dis, qu'il innove. Bon, il avait l'habitude de sortir, comment dirais-je, un projet qu'il appelait Deep Quinzaine. Et comme il avait sorti en quinzaine, chaque 15 jours, il sortait un son. Bon, et comme j'aime innover, je lui ai dit non. Et comme là, actuellement, il faut qu'on marque un coup. Au lieu de sortir le Deep Quinzaine en son, et comme tu avais l'habitude de le faire, on va changer. On va changer de concept, on va le sortir en vidéo. Mais on va le sortir le 15 de chaque mois. Ce qui fait qu'on reste toujours dans le concept Deep Quinzaine, comme on dit. Et puis sortir une vidéo chaque 15 du mois. Parce que le projet, c'est un projet de 5 sons. Et puis voilà, sortir chaque mois, chaque 15 du mois, un son pendant 5 mois. Franchement, c'était une première, comment dirais-je, dans l'environnement musical sénégalais et alhamdoulilah, on l'a réussi. Toute personne ou bien tout artiste devrait comprendre, devrait être conscient de ces aptitudes-là et disons, de la chance qu'il a de pouvoir, à travers sa créativité, s'exprimer, vivre de son art. En fait, parce que c'est cette innovation qui crée le buzz. Et quand ça crée le buzz, bon, automatiquement, maintenant, en fait, l'artiste, après ça, il gagne une certaine notoriété. Parce qu'après, quand tu fais le buzz, automatiquement, tu es sollicité un peu partout. Et puis voilà, tu gardes une image qu'il faut, comment dirais-je, travailler. Et puis, je dirais, l'artiste, il suffit juste maintenant qu'il maintienne pour, voilà, c'est ça, en quelque sorte, quoi. Donc, c'est pour vous dire exactement l'importance de l'innovation, quoi. J'aime pas que def dara wala copier dara, donc loo xamante da nga dem xooli dara lii de kii def na lii xaar ma ñoo def lu mel noonu nga def ko pare ñu lay solliciter man pour man boobu sax waroo kontaan quoi. man noonu laay liggéeyee quoi, donc lu jugewul sama xel mi rek damay jàpp ne non loolu du man quoi en fait. waaw lu jugewul sama bopp bi rek pour man defuma dara quoi, parce que fii ñëppay xalaat bu dee xalaat rek ñëpp a koy def quoi. li la différencier kii xalaat ak kii pratiquer foofu la mooy jóg boo xalaatee ba pare léegi foofu la ñëppay xalaat dans la vie ñëpp a xalaat ñëpp am projet fii koo fi wax mooy am naa projet mais ñëpp a ko am idée ñëpp a koy def am na nag voilà ñoo xamante mooy loolu
mais fii différence bi nekk mooy jóg dem def ko. Tu sais, un artiste, c'est comme un avocat qui fait des recherches, qui se documente à travers des livres pour pouvoir exercer son métier. C'est la même chose, quoi. Chaque jour, c'est ton vécu, c'est des recherches. Voilà, il faut se déplacer de cette créativité pour amener autre chose de nouveau, quoi. Pour moi, donc, c'est un processus de va-et-vient qui ne finit pas. Voilà. C'est toujours sous-jacent à l'originalité, ton origine, parce que c'est ce qui fait la différence. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Aujourd'hui, je peux avoir regardé plusieurs films, séries, dessins animés, bandes dessinées occidentaux, que ce soit Spider-Man, que ce soit Les Strange, que ce soit Spawn de McFarlane, la façon de dessiner de Jim Lee. Mais ça reste toujours quelque chose de déjà vu. Maintenant, pour être créatif, il faut que ce processus où tu ingurgites, tu lis, tu regardes, tu observes, au moment de le faire ressortir, les premières créations, toujours, ils ressemblent à ce qui t'ont influencé. Mais il doit arriver un moment où ta personnalité va déteindre sur tes créations. Et c'est ce moment-là qui fait que tout ce que tu vas faire va être différent de ce que tu as regardé. Parce que on ne peut pas créer si on ne sait pas ce qui a été déjà créé. Donc ça ne peut pas avoir de la valeur si on pense pouvoir créer quelque chose, et qu'on se rend compte qu'au bout d'un certain moment, ou bien au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'en fait, on dessine, on filme, on écrit comme tel qui est peut-être à l'autre bout du monde. Donc, il faut avoir plusieurs influences pour savoir faire la différence et apporter quelque chose qui est de nouveau. Et dès l'instant qu'on apporte quelque chose de nouveau, ça prend de la valeur, ça a de la valeur. Et quel que soit en fait, que c'est beau, c'est pas beau, mais si c'est différent, ça a de la valeur. Et tu deviens quelqu'un qui est important. Je donne l'exemple, par exemple, d'une scène de concert. On a connu différents artistes avec des voix. On ne peut pas dire que ce sont des voix mielleuses comme des voix de Whitney Houston, Mariah Carey, mais des voix qui sont représentées comme des voix de comment dirais-je, Mystical, qui était un rappeur que certains connaissent. Voilà la voix de Garou, qui est voix rock, mais qui chante juste. Qu'est-ce qui fait la différence pour du Banton? Mais si tu as un concert et qu'ils viennent, ça te fait voyager parce que c'est différent de tout ce que tu as entendu. Si tu vas dans un concert et que tout le monde chante bien de la même manière avec une voix mielleuse, à la limite, à un certain moment, ça appelle l'ennui. Mais dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui est différent qui vient, et puis ça casse un peu les codes. C'est ce qui fait que, ce qu'il fait, en fait, prendre la valeur. Et dans le domaine de la création, j'aime bien rappeler, par exemple, Todd McFarlane, qui est un artiste américain qui a travaillé chez Marvel et qui a après créé sa marque, je dirais même son entreprise qui s'appelle Image, en collaboration avec 6 autres artistes qui venaient de Marvel. L'un des comics les plus vendus de Marvel, ça a été fait par Todd McFarlane et c'était un Spider-Man. Et c'était là où il avait tout le toile qui s'engluait sur son corps et il avait le bras entre les 2 jambes et il regardait, tu vois. Et ce posing a été repris par plusieurs, mais qu'est-ce qui a fait que lui, en venant, est devenu un artiste et pourtant on dessinait Spider-Man depuis une trentaine d'années. C'est qu'il a amené quelque chose de nouveau. Il a été original, il a été créatif. Donc quand tu deviens créatif, c'est important, tu deviens quelqu'un d'important. Parce que si tu as une créativité, sa carrière est copiée de ce que aussi, parfois, en fait, beaucoup de créativité. Bon, moi souvent, en fait, moi j'aime partager. Hein. Je te donne juste quelques anecdotes. Moi j'aime partager. Je souvent me disais, grand, arrête. Souvent, en fait, quand je discute avec des gens,
j'aime souvent, en discutant, sortir des idées, des trucs comme ça. Et je me rappelle que souvent, j'ai été interpellé par Dip à plusieurs reprises, me disant, non, grand, toi aussi, hein, tu as des idées, hein, tu ne peux pas en parler. Et effectivement, il a raison, parce que, en fait, c'est ça. Souvent, tu donnes une idée, avant même que toi, tu le réalises. Si tu ne fais pas vite, automatiquement, tu vois un autre artiste le faire, quoi. Voilà. Moi, personnellement, j'ai été plagié. Bon, je ne donnerai pas de trucs. Et c'est pour cela, après, par la suite, j'ai beaucoup fait attention par rapport à mes discussions, voilà. Mais il m'arrive aussi d'avoir des idées, soit que moi je ne réalise pas et puis que je donne à certains artistes qui le réalisent, quoi. Alors, si on fait référence à un phénomène qu'on voit de plus en plus dans le secteur, surtout le secteur de la créativité, où aujourd'hui ceux qui n'ont aucune imagination se permettent tout simplement de reprendre les œuvres d'autrui. Si ça s'est limité qu'à ça, oui, mais ça va au-delà. C'est plutôt du plagiat que la plupart de ces acteurs-là font. Et ça suscite une crainte extraordinaire, aussi bien du côté de l'artiste créateur que du côté même de son public. Alors, c'est beaucoup plus marquant du côté de l'artiste dans la mesure où c'est des gens qui prennent des années, qui s'enferment pendant des années pour produire quelque chose. Et ça fait très mal de voir que durant des années de travail, un jour, quelqu'un se lève, reprend vos œuvres et ne la reprend pas de la faute des bonnes manières. Et ça fait super mal. Et ce qui fait que de plus en plus, les artistes s'enferment. Et cet esprit de partage-là se fait de moins en moins parce que tout simplement, il y a cette crainte qu'à chaque fois qu'on donne nos œuvres à quelqu'un pour observation, critique, orientation, on retrouve ces œuvres-là sur le marché. Et ça, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'on doit plutôt pousser les gens à aller dans la créativité, dans l'originalité, qu'à aller dans les plagiats. Et souvent les artistes, aidons-nous entre nous et poussons plutôt les gens qui sont dans cette dynamique de créativité, les gens qui avancent. Il y a un phénomène de Basquiat art qui est né surtout chez les artistes africains. On voit toujours la couronne de Jean-Michel Basquiat. Bon, pour moi, c'est du plagiat, d'accord, mais par exemple, c'est de l'esthétique aussi, quoi. Tu peux finir un tableau et au fond, tu mets une couronne de Basquiat. Pour moi, voilà, quoi, c'est comme un musicien qui s'inspire de Bob Marley. Et, voilà, il a d'autres mélodies, d'autres rythmes, mais il faudrait qu'il y ait une petite partie de Bob Marley, tel qu'Alpha Blondy ou truc dans ses premières chansons, on le voyait, quoi. Mais après, le problème, c'est qu'il faudrait que l'artiste soit un peu intelligent pour se démarquer de ce qu'il a chopé chez l'autre. Mais on ne peut pas empêcher qu'un artiste chope chez quelqu'un. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à l'artiste d'être intelligent, par exemple, de plagier quelque chose et de créer autre chose. Parce qu'en fait, il a besoin de ça pour aller dans un autre monde que lui ignorait même. Parce que, par exemple, tu peux s'inspirer de Basquiat, mais à un moment donné, tu dépasses même la création de Basquiat. Donc pour moi, le plagiat, ça ne me dérange pas du tout parce que je le fais, je le reconnais, il faut dire la vérité. Voilà, quoi. Mais après, à un certain moment, on sait que ça, c'est du Sadio, quoi. Bien qu'il y a quelque part un truc d'un autre, c'est comme ça aussi qu'un autre peut choper chez moi. Donc voilà, je l'ai vécu, j'ai initié des jeunes qui ont fait des années chez moi, mais après on retrouve toujours cette touche dans leur démarche. Mais bon, je le connais, c'est parce qu'ils m'ont fréquenté, c'est tout à fait normal. Voilà, mais comme j'ai dit, il faut avoir l'intelligence de sortir de ce que tu as chopé chez l'autre pour en faire une autre création. À travers mon expérience dans le management d'artistes, je n'ai pas eu à travailler avec des artistes qui avaient peur d'être plagiés. Ça ne m'est pas arrivé. J'ai par contre rencontré des artistes qui avaient certaines peurs et certaines insécurités, qu'ils voulaient mieux faire les choses, aller plus en profondeur, qui étaient très exigeants
avec leur production. Ça, j'en rencontre dans mon quotidien et je pense que l'artiste, en général, est très exigeant. Et ce que je peux comprendre, puisque quand on accouche d'une œuvre, on a envie qu'elle soit aussi parfaite, entre guillemets, que possible. Mais cette peur d'être plagié, non, c'est pas trop quelque chose que j'ai rencontré dans les collaborations artistiques que j'ai eu à faire. Après, je vis au Sénégal et je sais que le plagiat est quelque chose qui existe. Et malheureusement, beaucoup d'artistes, notamment chez les artistes peintres, ont été plagiés. On retrouve des fois des œuvres qui sont très limites en termes d'influence. Hein. Bon, pour le plagiat, par contre, j'ai une orientation assez particulière quand même en ce sens. C'est pas que je suis pas créateur. Bon, je me considérerai pas comme un grand créateur quand même, mais je parviens à créer des choses, par exemple dans le cadre des activités de ma structure. Donc nous sommes également dans la créativité, dans la création tout le temps et en permanence. Mais j'ai une conception ou une orientation assez particulière de la chose liée au plagiat. C'est un peu comme la conception que j'ai de la concurrence. J'y crois pas. En fait, je crée ce que j'ai à créer et j'avance. S'il y a des gens qui plagient, bon, ça passe quoi. Moi, en tout cas, ça me fait ni chaud ni froid. L'essentiel est que ce que je crée, le monde sait que c'est moi qui ai créé ça et j'avance quoi. Là, quand même, c'est carrément une conception personnelle que j'ai de la chose. Et voilà, je dis pas que je dénigre pas le plagiat, je dis pas que je dis pas non au plagiat, mais quand même, ça me fait ni chaud ni froid quoi. Mais quand même, ça reste personnel. Il n'y a pas une peur des artistes, il y a une insécurité. Et ça, c'est personnel en fait, c'est même de l'ordre du privé. Il n'y a pas que les artistes ont peur de telle chose. Les artistes ne sont pas... Ils sont différents en fait. C'est différents artistes, donc évidemment, n'ont pas les mêmes peurs, n'ont pas le même parcours, n'ont pas la même histoire. Et moi, je pense que les peurs, souvent la peur, ça vient vraiment de l'insécurité personnelle. Et les artistes, ils ont des origines. Ils viennent d'environnements familiaux, d'environnements différents. Donc ça, c'est déjà au-delà des artistes, c'est juste l'humain. Chaque individu a ses propres insécurités, ses propres peurs. Maintenant, comment on peut appréhender cette peur et la dépasser? En fait, aller au-delà de ça, en fait, aller au-delà de sa peur. C'est vrai que des fois, ça peut prendre des proportions assez incroyables, inquiétantes, parce qu'il y en a qui sont tellement insécures que c'est très difficile de les rassurer, même de leur faire voir le bon côté des choses. Et ça, c'est un peu le domaine de la psychologie, au fait. Moi, je ne suis pas du tout psychologue, absolument pas, mais je sais qu'il y a des insécurités qui sont liées à l'enfance et tout. Donc, une fois qu'on arrive dans le milieu professionnel, ça peut être exacerbé, parce que c'est un milieu très compliqué, qui peut être parfois très hostile même. Et se voir s'approprier par les autres son travail, ça peut aussi être très destructeur si on n'arrive pas à faire face à ça. Parce que tout le monde, malheureusement, dans la culture chez les artistes n'est pas honnête. Il y a des artistes qui sont malhonnêtes, qui n'hésitent pas à s'approprier le travail de l'autre sans scrupule. Il y en a plein. Et je trouve ça dommage. Et du côté de ces artistes-là aussi, ils sont en insécurité. C'est avec la personnalité qu'elle a réussi à changer la façon de dessiner. Parce que quand elle a commencé, on disait que non, on ne dessine pas comme ça la toile. Mais après, tout le monde a adoré. Et donc nous, Africains, là où je dois en venir, c'est que on ne doit pas toujours, et moi je le vois comme ça, essayer de dessiner les super-héros ou les personnages comme les Américains les ont créés. Il faudra qu'on y apporte, nous, notre façon de faire, notre originalité. Et moi, dans le processus de tout ce que je fais, que ce soit la musique, que ce soit la bande dessinée, que ce soit les séries, j'adore et je fais toujours attention à ce que je crée soit relié à un environnement qui est fortement africain. Que si on prend une œuvre de masse, tu vas fortement te dire que non, un blanc, ou bien un américain, ou un français, ou bien un pakistanais ne pourrait pas créer ça.
Parce qu'il y a des choses qu'eux ne peuvent pas savoir. Parce que c'est intimement lié à la façon de vie, à la culture. On parle de c'est pas Tchahagoun, ou bien on parle de Moelolou. Tu vois, c'est une expression qui a été créée ici, tu vois. Mais c'est ça de signification. On parle de talibé, mais il n'y a pas de talibé petite fille. Mais tout le monde, j'ai vu par exemple un reportage commandé par une ONG, et il y avait une fille qui disait qu'elle aussi, elle faisait, elle mangeait, qu'elle était talibé, mais c'est parce que ces enfants ne connaissent pas en fait la réalité. Parce que quand tu connais la réalité, tu ne fais pas ces erreurs. Par exemple, dans Black Panther, il y a l'artiste ivoirien qui joue un rôle, j'ai oublié son nom, peut-être ça va me revenir. Donc, lui, il a joué un rôle avec, il est dans le rôle d'un chef de tribu, Isaac de Bancolé. Donc, dans les lèvres, ces gens-là, leurs lèvres inférieures, il y avait des plaques comme ça. Et on tirait la lèvre inférieure pour l'enrouler dans cette plaque-là, autour de la plaque. Mais, en fait, si vous regardez, ce sont les femmes de ces tribus-là qui font ça, ce ne sont pas les hommes. Donc, quand tu regardes Black Panther, c'est bien fait. Mais en fait, c'est comme si en fait, on prend un pays où il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal, il y a donc le Ghana. On prend un mix de toutes ces cultures-là, un mix de tous ces modes, styles, et on les met ensemble. Alors que moi, par exemple, si je fais quelque chose et que je dis que ça, comment dirais-je, ça va se passer au Sénégal, mais je fais tout pour respecter en fait les codes du Sénégal. Et je les connais, et je ne connais pas les codes de Ghana. Donc, je ne vais pas tricher pour essayer de créer des personnages. Et l'exemple que je donne, par exemple, pour les gens qui font du cinéma ou des bandes dessinées ou bien même des séries, c'est toujours comment est fait le portrait d'un bandit. Les bandits, ils le font toujours avec des noirs bandes, avec costume noir, gros bras, mais les bandits africains en général, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc, le code aussi des prisonniers, même dans nos prisons, ils mettent toujours dans nos séries des prisonniers avec des boubous oranges, alors que ils l'ont vu dans des prisons américains. Donc, nous, c'est pas pareil. En général, ils n'ont même pas de tenue. Ils vivent comme ils vivent. Et dans les cellules, si vous avez l'occasion d'avoir peut-être été dans une prison, les cellules, c'est comme à Rebus. En fait, ce sont des chambres d'écurie de chevaux, tu vois. Donc, c'est très important. Par exemple, sur le film, dans la série Prison Break, je pense à la saison 3, quand ils sont retrouvés dans une prison à l'extérieur, c'était une prison pareille. Il n'y avait pas de cellules, tout le monde était pratiquement dehors, il y avait des chefs, tu vois. Il n'y avait pas de tenue. Donc, j'aime bien aussi de pas rappeler l'originalité des Espagnols. C'est ce qui fait que les Espagnols et les Coréens sont en train de dominer en fait le monde de la série et le monde du cinéma. Par exemple, le film La Plateforme, dont le titre original c'est Le Trou en espagnol. Donc dans ce film, c'est un film très original où tu n'as jamais vu quelque chose de pareil, mais en regardant un film, c'est une image de la société. L'histoire, c'est que il y a des prisonniers à chaque niveau. Les cellules ne sont pas faites comme ça, mais les cellules sont superposées de façon verticale. Et que pour leur faire manger, c'est une fois par jour et la nourriture, elle descend. Et à chaque cellule, la nourriture attend 2 minutes pour descendre à la cellule inférieure. Donc ceux qui sont en haut, on les prépare avec de bonnes mains. Ce sont des chefs qui prennent leur temps pour cuisiner les mets les plus délicieux. Donc le premier niveau a vraiment un buffet. Maintenant, au fur et à mesure que ça descend, chacun va manger. On va se rendre compte que ceux qui sont en bas ne vont pas manger. Parce qu'il y a certains qui vont manger
et il y a certains qui vont gâter, alors que si tout le monde mangeait ce dont il avait besoin, peut-être que tout le monde l'avait mangé. Donc, et ça avait fait secouer, comment dirais-je, l'univers des séries. C'est la même chose que La Casa de Papel, c'est la même chose que, comment dirais-je, le film coréen qui a remporté un Oscar, avec une famille qui se retrouvait comme intrus dans une autre famille. C'est la même chose pour moi que le film de Zack Snyder qui est en train de sortir, qui est sorti, je pense, avant-hier, vendredi, qui s'appelle Rebel Moon, dont le premier épisode, Enfant du Feu, c'est pas original. Et tout le monde se l'est dit, hein, en regardant. Ce qui remonte, c'est que c'est un condensé, par exemple, tout le monde était d'accord que c'était un autre film de Star Wars, mais l'histoire n'était pas différente. Et le film de Villeneuve, Dune, c'est quelque chose de différent, mais ça a été créé il y a longtemps. Donc, l'importance de la création pour nous Africains, ce n'est pas de recopier eux ce qu'ils ont fait avec leurs codes. Il y a des codes qui sont des codes internationaux. On les maîtrise, mais on fait avec son histoire, on fait avec son code, et on fait avec son code culturel.